plus de 3000 élèves sont scolarisés dans les écoles privées protestantes qui sont gérées soit par l'ASE, l'Alliance scolaire de l'Église évangélique, soit par la FELP, Fédération de l'enseignement libre protestant. Deux structures qui sont placées sous redressement judiciaire depuis fin 2017. La convention signée aujourd'hui entre le gouvernement et les représentants de l'Alliance scolaire et de la FELP a pour but de leur permettre de continuer leur activité, mais sous conditions. Explication Brigitte Wahab et Claude Lindor. Cette école de Marais fait partie de la cinquantaine d'établissements scolaires privés protestants. Les écoles de l'Alliance scolaire et de la FELP ont joué un rôle important dans l'éducation des populations kanaks. Pourtant, suite à une baisse des effectifs et des difficultés financières, ces structures se sont retrouvées avec des dettes de plus d'1,2 milliard pour l'ASE et de 240 millions pour la FELP. La signature d'une convention avec le gouvernement va permettre aux écoles de respirer. On a été mis au redressement fin décembre 2017. Donc on a eu toute l'année dernière, 2018, à faire en sorte d'essayer de rembourser, d'essayer de trouver, de mettre en place des actions par rapport à ce plan de redressement judiciaire. Donc après, le gouvernement est venu, il a apporté sa garantie, quoi. Donc c'est une garantie pour nous. L'Alliance scolaire de l'Église évangélique, c'est 1700 élèves répartis dans plus de 30 établissements sur tout le pays. La convention signée avec le gouvernement est le fruit de plusieurs mois de discussions avec les responsables de l'enseignement confessionnel protestant. Cette convention prévoit la nomination d'un directeur pour les deux structures. Il devra mettre en œuvre le plan de redressement décidé par le tribunal administratif pour liquider sur 10 ans l'ensemble des dettes. Il va y avoir en effet une restructuration des structures, ou au moins de l'ASE, ça c'est sûr et certain. On ne sait pas encore pour l'instant de quelle manière. On envisage toutes les possibilités de manière à affecter le moins de personnes possible. Après, il va y avoir des règles de gestion à mettre en place. On a déjà commencé l'année dernière, on va les poursuivre cette année. Et puis nous allons après travailler au niveau des investissements avec les institutions, de manière à donner aux enfants les moyens pédagogiques et les moyens d'accueil les plus respectables possibles, je dirais. La FELP sera en assemblée générale prochainement pour valider cette signature. Les deux structures devront faire des économies. Est-ce que cela entraînera la disparition de certaines petites écoles? La question reste entière. Et s'agissant de l'Alliance scolaire de l'Église évangélique, rembourser une dette de près d'1 milliard se traduit par des décisions délicates comme la réduction de personnel. Par exemple, à Lifou, le collège et l'internat de Havila ont entamé la restructuration afin de continuer à recevoir les 280 élèves. Le reportage de Philippe Kunzman. Après un siècle de bons et loyaux services, l'établissement de Havila, comme ceux de l'Alliance scolaire ou de la FELP, est bien obligé de se réformer. Le soutien du gouvernement et sa volonté de préserver l'enseignement confessionnel aura permis d'éviter la mise en liquidation judiciaire. Un accompagnement du gouvernement qui passe par une modification des statuts. Le poste de direction est proposé par le gouvernement et désormais nommé par le conseil d'administration de l'Alliance. Nommée il y a 15 jours, Isabelle Lemoyle se voit confier la tâche, secondée par l'actuel directeur. Je pense qu'ils vont travailler en étroite collaboration, et surtout pour pouvoir appliquer le plan de redressement de l'Alliance scolaire. Et en même temps, avec cette personne nommée par le gouvernement, on va avoir l'expertise du gouvernement, notamment en termes juridiques, en termes organisationnels, pour pouvoir nous aider à réorganiser notre fonctionnement. Et le toilettage a débuté. Déjà un départ à la retraite non remplacé, des incitations au départ, la fin des éducateurs remplaçants ou encore le recours à des prestataires de services en lieu et place des techniciennes de surface et agents d'entretien. Portées par les vents nouveaux, les équipes devront développer la coopération et la mutualisation des moyens et personnels. Si demain des personnels partent à la retraite, si on ne peut pas les remplacer, au niveau de l'organisation, peut-être trouver à d'autres, comme par exemple le service civique, des envoyés civiques, qui sont par exemple, on peut recruter des envoyés civiques locaux et qui peuvent nous aider dans l'organisation, dans l'établissement, par rapport à l'éducation, par rapport à la surveillance, des études notamment. Donc on a quelques possibilités. En attendant, les jeunes scolaires et leur innocence continuent par leurs cris d'égayer un site et des murs qui ont formé plusieurs générations d'Iliens, dont une partie de l'élite kanak actuelle.
L'urgence, c'est d'appliquer le plan de redressement validé par le tribunal mixte de commerce. Hélène Yakaoué, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cet accompagnement, globalement, cet accompagnement du gouvernement se traduit comment ? D'abord, si vous permettez, Thérèse, je crois qu'il est important de rappeler la place et le rôle de l'enseignement privé en Nouvelle-Calédonie. Juste un chiffre, dans les années 70, 70% des élèves calédoniens étaient scolarisés dans l'enseignement privé. Donc l'enseignement privé a donc, au fil des années, je dirais, contribué à former plusieurs générations de Calédoniens de toutes catégories sociales, et notamment Kanak. Et encore aujourd'hui, c'est bien l'enseignement privé qui assure l'accès à l'école dans certains endroits isolés, pour citer 2 endroits, Bélep et l'île des Pins. Donc vous le dites dans votre reportage, l'ASE et la FELP, c'est une 50aine d'établissements, 3000 élèves, ça veut donc dire 6000 familles qui ont fait le choix de scolariser leurs enfants dans l'enseignement protestant. Donc l'objet de ce protocole, c'est d'abord une volonté politique d'accompagner ces 2 réseaux qui sont dans une situation financière, je dirais, difficile, mais c'est avant tout une reconnaissance de leur rôle et de leur place essentielle dans le système éducatif calédonien. C'est reconnaître qu'ils ont contribué, c'est ce que je disais tout à l'heure, à former de nombreux Calédoniens, et donc aussi les accompagner avec une expertise, je dirais, par l'ensemble des directions, et puis enfin, surtout, c'est aussi une réponse au personnel qui œuvre quotidiennement, c'est ce que l'on voit dans votre reportage, à faire vivre cet enseignement privé protestant. Alors, apurer le passif, donc les dettes, 1 milliard pour l'ASE, 245 millions pour la FELP, ça veut dire quoi ? Des licenciements, des ventes de biens immobiliers, de fermeture d'écoles ? Alors effectivement, il faut réduire, je dirais, les coûts de fonctionnement, réduire les charges, c'est ce que dit effectivement le président donc de l'ASE, c'est mutualiser les moyens, c'est mutualiser les écoles et l'enseignement et les collèges, pour assurer, je dirais, de manière efficace leur mission. Alors comment expliquez-vous les difficultés rencontrées par ces 2 organismes protestants ? La DEC n'a pas vraiment ce genre de problème ? Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, Thérèse, c'est qu'il y a une baisse de la démographie. Donc il y a 2 facteurs qui ont contribué, je dirais, à cette situation de l'ASE et de la FELP. C'est d'abord une baisse démographique, donc baisse des effectifs, baisse des élèves. Et l'autre facteur, je dirais que c'est le déplacement des populations vers les villes, donc de Nouméa et de l'agglomération, ce qui a contribué, je dirais, à fermer certaines écoles, je dirais, du privé. Donc c'est une baisse démographique que connaît le système calédonien. Alors justement, l'ASE et la FELP ont joué, vous le disiez tout à l'heure, le rôle d'ascenseur social au début de la colonisation pour les milliers de jeunes Kanaks, à l'époque où l'école publique n'était pas accessible à tous. Est-ce que ce redressement judiciaire, c'est quelque part traduit un modèle qui s'essouffle, puisque justement, comme vous le soulignez, nombreux sont ces enfants qui partent vers l'école publique? Il faut préciser, Thérèse, que dans les années 70-80, l'école publique n'était pas aussi développée. Donc c'est l'enseignement privé qui assurait, je dirais, l'accès à l'école. Je crois qu'il est important de préserver, je dirais, cet outil qu'est l'ASE et la FELP, d'abord parce que c'est reconnaître la pluralité, je dirais, de l'enseignement dans notre école. Il y va aussi c'est reconnaître notre histoire commune. Et puis l'importance, je dirais, de l'enseignement privé dans la société calédonienne. Dernière question, Hélène Yakaoué. Donc, si on comprend bien, la Nouvelle-Calédonie sera présente dans les instances dirigeantes de la FELP et de l'ASE. Elle aura un droit de veto si le plan de redressement n'était pas vraiment appliqué. C'en est donc fini de l'indépendance de ces 2 structures privées ? Non, je ne crois pas, Thérèse. La volonté du gouvernement, c'est de les accompagner à sortir de cette situation financière difficile. Je rappelle que les 2 directeurs, que ce soit M. Thierry Brumo-Héré ou M. Victor Ihagé, restent, je dirais, comme les directeurs adjoints pour insuffler toujours cette philosophie, je dirais, de l'enseignement privé et toute la partie pédagogique ou leur philosophie. La volonté du gouvernement, c'est de les accompagner et de leur assurer, je dirais, la pérennité et leur place dans le système éducatif calédonien. Hélène Yakaoué, merci pour toutes ces précisions.